Depuis sa genèse, faire du cinéma, c'est maîtriser l'art du temps. Comment le contrôler pour raconter une histoire, comment le manipuler pour maîtriser ce que perçoit le spectateur. Le premier défi du réalisateur est de contraindre le temps du récit à s'adapter au temps plus court du film. Il faut faire croire au public que 1000 ans d'histoire peuvent tenir dans 1h30 de pellicule. Cette suspension de crédulité est accomplie grâce à un ensemble de techniques qui forment le langage de l'art cinématographique. Vous connaissez tous la plus classique, le cut. Pour être efficace, un film ne doit montrer que ce qui est important au récit. À l'inverse du théâtre, au cinéma, le spectateur rentre dans l'action une fois que la scène a commencé, et généralement s'en va avant qu'elle ne soit terminée. Le cut supprime les passages inutiles, quitte à parfois téléporter les personnages d'un endroit à un autre si nécessaire. Le jump cut, popularisé notamment par Jean-Luc Godard dans À bout de souffle en 1960, en est une variante. Dans cette scène, Patricia est conduite par Michel à travers Paris. La caméra reste fixée sur l'héroïne qui pourtant parle peu, tandis que Michel discute en off. Des coupes rapides viennent changer le décor parisien en fond. Une scène classique réaliserait un champ contre champ pour le dialogue, ponctué par des plans différents sur le décor pour marquer le déplacement géographique. Mais ce jump cut permet deux choses. Déjà, le spectateur comprend naturellement que la distance parcourue en voiture par les personnages est plus importante que celle montrée à l'écran. On gagne donc du temps sur le récit. Ensuite, et la subtilité de la scène se cache ici, la caméra fixe dénote que le temps qui s'écoule pour Patricia est différent de celui qui s'écoule pour Michel. Elle s'ennuie, ne l'écoute que d'une oreille, plus attentive au paysage citadin qui bouge devant ses yeux qu'aux compliments de son petit ami. Le temps est donc dans une même scène, accéléré pour le spectateur et ralenti pour les personnages. Bien sûr, accélérer le temps à l'image peut être littéral. Le time-lapse, consistant à prendre une photo d'une même scène à intervalles réguliers pour les monter rapidement à la suite, est idéal pour suggérer le soleil parcourant le ciel ou le trafic bondé d'une grande ville. Ceux de Koyaanisqatsi, Katsi, référence en la matière, sont parmi les plus impressionnants du genre. Le montage est également un outil puissant. Positionner à la suite plusieurs plans similaires, dans des situations différentes, indique rapidement au spectateur une notion claire du temps qui passe. Si le temps peut être accéléré, ralenti ou arrêté, il peut aussi s'écouler de la même manière dans le récit et pour les spectateurs. Pour ce faire, un effet de style très prisé est le plan séquence. Caractérisé par l'absence de coupe visible, l'audience et les personnages vivent la situation avec la même échelle temporelle et un rythme identique, augmentant ainsi l'impact de la scène et l'implication du public, sur le court terme tout du moins. Récemment, on notera la prouesse technique qu'est 1917. Un faux plan séquence sur toute la durée du long métrage, ne quittant jamais son héros, est idéal pour accentuer le message du film. Le temps est l'ennemi, la mission doit être accomplie avant qu'il ne soit trop tard. Mais le plan séquence, surtout quand il n'utilise pas d'effets spéciaux pour masquer les coupes, est un enfer de préparation, et un challenge technique que peu d'équipes osent affronter. Par chance, il n'est pas indispensable d'utiliser le plan séquence pour raconter une histoire dont la temporalité diégétique, celle du film, est identique à la temporalité extra-diégétique, celle vécue par le public. Dans Miracle Mile, notre héros apprend par téléphone qu'une ogive nucléaire va frapper Los Angeles dans 80 minutes précisément. Dès cet instant, et jusqu'au moment fatidique, même si les coupes et les scènes sont nombreuses, la caméra ne quitte plus le personnage et nous fait vivre chaque minute à ses côtés. Là où le plan séquence peut parfois manquer de subtilité, car le cinéma nous a généralement habitués aux coupes et à une composition de plans travaillés, le travail de Miracle Mile pour nous faire vivre les 80 minutes avant le drame est renversant et instaure une tension réelle. Comme dans 1917, le temps y est un ennemi inébranlable et implacable que le montage élève comme entité à part entière du récit. Il est intéressant de remarquer que 1917 et Miracle Mile présentent chacun le temps comme une menace, en soulignant qu'il ne peut pas être maîtrisé par le montage, comme s'il avait pris possession du récit et emprisonnait l'audience et les personnages. Cela nous amène naturellement à l'utilisation du symbolisme, l'outil visuel par excellence. Un insert sur une horloge ou une idée de mise en scène seront souvent plus efficaces que n'importe quel artifice pour exprimer le passage du temps. Le temps impacte nos vies au quotidien. Même en science-fiction, où l'humain prétend parfois le contrôler, il reste une force invincible qui nous vieillit puis nous tue, rythme nos rencontres et nos séparations, nos opportunités et nos échecs. Le temps est finalement profondément humain. Ceci est le 2e épisode d'Écran Noir. Aujourd'hui, découvrons ensemble comment Richard Linklater
a compris que maîtriser le temps au cinéma, c'est maîtriser les sentiments humains. Céline est une étudiante française qui vient de rendre visite à sa grand-mère. Jesse est un jeune Américain en plein périple européen. Par hasard, tous deux se retrouvent dans le train qui relie Budapest à Paris. Si Céline se dirige vers la capitale française, Jesse, lui, doit descendre à Vienne. Le moment venu, le jeune homme parvient à convaincre la jeune femme de descendre du train et de passer une nuit en Autriche avec lui. Avant leur séparation inévitable le lendemain, au lever du soleil, ils apprennent à se connaître. Chaque discussion est lieu visité, laissant une empreinte indélébile dans leur vie sentimentale respective. Lorsque Before Sunrise débarque en 1995, Richard Linklater, son réalisateur, s'est déjà imposé comme une figure du cinéma indépendant américain. En 1991, son film Slacker est nommé au Sundance Film Festival, plus grand festival de films indépendants aux États-Unis, et transforme son budget ridicule de 23 000 $ en un box-office de 1,2 million de $. En 1993, Dazed and Confused, Génération Rebelle en français, confirme ce statut en rencontrant, faute d'un succès public important, un réel succès critique. Le film gagne une aura culte reconnue, encore renforcée aujourd'hui par la qualité de son casting. C'est en effet le premier rôle de Matthew McConaughey, l'un des premiers rôles principaux de Mila Jovovich, et sans doute l'interprétation la plus notable de Ben Affleck au début des années 90. Regardez, ils sont tout bébés. Particularité de ces deux films, l'action s'y déroule sur un temps très court, respectivement une journée et une nuit. Les personnages se rencontrent, interagissent, parfois de manière complètement aléatoire, avant de grandir ou de réaliser quelque chose sur eux-mêmes. Leur jeunesse est un canevas essentiel à Linklater, pour explorer différentes personnalités, du type cool à la brute du lycée, en passant par la jeune fille. En mettant ces stéréotypes qui n'en sont pas vraiment à l'image, sur un temps très court, le réalisateur capte des moments réels, humains, loin du grandiloquent du cinéma hollywoodien. Before Sunrise, dans son analyse la plus simple, c'est exactement ça. Rejetant une structure classique en 3 actes, le scénario ne pose jamais de péripéties ou d'obstacles. L'histoire s'écrit seule, au gré des rencontres et des discussions, à mesure que le temps avance et que les sentiments évoluent. Leur attirance l'un pour l'autre étant évidente dès les premières minutes du long métrage, l'enjeu est ailleurs. Pourquoi le temps passe-t-il si vite, et comment faire en sorte qu'il s'arrête ? L'objectif de Linklater est de nous embarquer avec eux dans cette nuit romantique, comme spectateurs privilégiés. Les cuts francs, avec changement de scène, sont peu nombreux, et marquent généralement une évolution dans la relation qui unit le couple. D'abord hésitants, puis amis, proches, et passionnément amoureux. Ils indiquent qu'une étape a été franchie, et que l'impact de la séparation a changé. Entre ces cuts, Jesse et Céline visitent Vienne, et profitent du temps ensemble. Pour ces moments, Linklater a recours à 2 artifices, la qualité des dialogues et le plan séquence. Les films Before regorgent de plans séquences, 15 minutes pour les plus longs. Pour les filmer, il pose généralement sa caméra fixe devant les acteurs, puis les laisse jouer leur texte. Quand le couple bouge, la caméra se place devant et avance avec eux. Pourtant, la fluidité des dialogues et l'improvisation maîtrisée de Julie Delpy et Ethan Hawke nous font souvent oublier que la scène a lieu depuis plusieurs minutes. Le film a donc, entre ses cuts et ses plans séquences, 2 manières différentes de présenter le temps qui passe. D'une part, la dure réalité du lever du soleil qui arrive doucement, de l'autre, le couple perdu dans sa relation et oubliant à maintes reprises la séparation inévitable. Comme eux, nous alternons constamment entre le rêve de la relation amoureuse, infinie, intemporelle, et la réalité difficile des vies différentes et des obligations personnelles, matérialisées par le lever du soleil. Le temps, par conséquent, est-il aussi ici un ennemi ? Pas vraiment. C'est lui qui donne de la valeur à chaque instant partagé par Jesse et Céline. Chaque plan séquence pose leur relation, chaque cut crée un nouveau souvenir. Before Sunrise est une fenêtre sur une relation amoureuse aussi passionnée qu'éphémère. Pendant une nuit, la raison s'efface au profit des émotions et des sentiments. Lorsque la séparation arrive enfin, le temps jusqu'alors figé reprend son rythme classique. La réalité rattrape la romance, et les vies reprennent. Linklater trouve dans les dernières minutes du long métrage le moment idéal pour appuyer le message de son film. Les sentiments humains ont-ils une valeur face à l'immensité du temps ? D'abord,
une musique classique enveloppe le montage, mélancolique et lente. Ensuite, chaque décor visité par le couple est filmé vide, au lever du soleil alors que Vienne se réveille. En remettant chaque scène dans ce contexte, les sentiments humains, importants pour l'individu, s'opposent à la réalité du temps qui passe, qui lui tend à rendre l'individu insignifiant. Enfin, la caméra vient naturellement s'arrêter sur Jessie et Céline. Si Before Sunrise laisse la question ouverte à la sensibilité de chacun, subtilement le film fait son choix. En terminant sur les personnages et non sur le décor, le montage donne à l'humain une valeur particulière. Si cette nuit est importante pour eux, c'est qu'elle est importante tout court. Suggérer l'empreinte du temps sur l'humain dans un long métrage est une épreuve à part entière. Quand le maquillage ne suffit pas, un réalisateur peut avoir recours à différents acteurs pour jouer un même personnage à différents moments de sa vie. Linklater a une approche plus terre-à-terre, et bien plus difficile. Il laisse vieillir ses acteurs. Cette méthode de travail donne notamment naissance à son film Boyhood. Ayant débuté en 2002, avec un budget alloué de 200 000 $ par an, le tournage dure 11 ans, l'un des plus longs de l'histoire du cinéma. La production se retrouve chaque année pendant quelques semaines afin de tourner les scènes correspondant à l'âge de son acteur et de son personnage principal. L'idée derrière ce projet d'une ambition démesurée est de suivre l'évolution d'un enfant à mesure qu'il grandit, de ses plus jeunes années à son adolescence, en gardant un même visage auquel les spectateurs peuvent clairement s'identifier. Si Boyhood n'est pas un film parfait, il montre clairement la volonté du réalisateur de mettre en image l'humain au sens large et sa relation avec le temps, l'impact qu'il a sur nous, sur nos relations et sur nos vies. Comme vu plus tôt, Before Sunrise sort en 1995, Before Sunset, sa suite, en 2004, Before Midnight, la conclusion, en 2013. 9 ans séparent chaque film. 9 ans durant lesquels nos acteurs, Ethan Hawke et Julie Delpy, changent d'apparence, et nos personnages, Jessie et Céline, changent de vie. De jeunes amoureux insouciants, ils deviennent adultes cherchant différentes formes de bonheur, puis adultes avec enfants et responsabilités. Sunset, comme Sunrise, voit nos personnages pressés par le temps. Jessie rencontre Céline à Paris par hasard et doit prendre l'avion avant le coucher du soleil. Chaque scène, presque comme des tableaux, dépeint différents moments de ces retrouvailles, leurs émotions et l'état de leur relation. Dans le premier tableau, ils déambulent dans Paris, hésitant et cherchant à se retrouver. Les rues étroites qui se succèdent derrière eux montrent habilement la distance qui les sépare encore. Le plan séquence, qui suggérait leur alchimie dans Sunrise, les montre ici mal à l'aise, comme bloqués dans une prise qui ne veut pas s'arrêter. C'est finalement une scène de retrouvailles humaines, jonchée d'hésitation et de maladresse, mais profondément honnête. Arrivé au café dans le tableau suivant, la dynamique change enfin. Le champ contre champ les rapproche, leur visage est mis en avant, leurs expressions aussi, et l'alchimie renaît peu à peu. Jusqu'au dénouement, cette succession de tableaux suggère par l'image, en supplément de dialogues toujours aussi bien écrits, les émotions qui conduisent Céline et Jessie. La balade dans les jardins sous-entend leur ouverture d'esprit, et le début de discussions sur des sujets plus personnels. Le cadre les rapproche, mais ne les enferme pas. La dynamique de Sunrise et les souvenirs de Vienne peuvent refaire surface, comme les sentiments que ces souvenirs impliquent. L'avant-dernier tableau, dans le taxi qui les mène chez Céline, est un excellent contre-pied à la scène des jardins. Si dans cette dernière le cadre rapprochait et laissait respirer les personnages, ici il les enferme et les met face à leurs problèmes. Abordant enfin le cœur de leurs sentiments, ce tableau les mène naturellement, et littéralement, au dénouement, dans l'appartement de la jeune femme. Car c'est dans cette ambiance plus personnelle et intime que leur relation peut justement devenir personnelle et intime. Loin des obligations de la vie quotidienne, et encore une fois, du temps qui presse. Quand Jessie, honnête avec sa vie d'adulte et ses sentiments, décide de rater son avion, le couple devient enfin maître du temps, non plus sa victime comme dans Sunrise. Lorsque nous les retrouvons pour la dernière fois en Grèce, Jessie et Céline ne sont plus deux amoureux transis, mais deux quarantenaires, parents de jumelles, ayant construit leur vie ensemble. Et cela rend Midnight unique dans cette trilogie. Pour la première fois, l'enjeu n'est plus de créer la relation, mais de la maintenir en vie, alors que les responsabilités et les problèmes s'accumulent. Le film partage de nombreux points communs avec ses prédécesseurs. Les différents tableaux, les longs plans séquences, dans lesquels je ne rentrerai pas en détail.
Mais il est impossible de parler de Midnight sans aborder la scène de la chambre d'hôtel, d'une durée de près de 30 minutes, point culminant du film et théâtre de disputes violentes inédites dans la saga. Il est primordial de remarquer qu'à mesure que la trilogie avance, le ton des films change. Sunrise est beau, romantique, très sentimental et finalement un peu utopique. Il représente la jeunesse. Sunset est plus terre-à-terre, regorgeant d'espoir et de bons moments, mais définitivement plus sérieux. Il représente l'âge adulte. Midnight est cru, très réel, et délaisse son romantisme magnifique pour une ambiance plus responsable. Il représente la vie de l'âge adulte jusqu'à la mort. Mais ce qui change, ce n'est pas le message des films. Depuis Sunrise, la saga Before a toujours été une représentation très positive de l'amour et des sentiments. Ce sont des films d'amour. Ce qui change, ce sont Jesse et Céline. En tant qu'humains, non pas parce que l'âge les a rendus moins amoureux, mais simplement moins rêveurs. Et ce qui les a fait changer, en tant qu'humains, c'est le temps. Le temps limité qui poussait une relation passionnée est remplacé par le temps quotidien, celui de la routine. Le temps facile de la jeunesse où tous les rêves semblent réalisables est remplacé par le temps des responsabilités. Le temps change ce que nous sommes. Et c'est pourquoi le cinéma doit faire tout son possible pour le mettre en scène, comme entité à part entière du récit. Si faire du cinéma c'est maîtriser l'art du temps, alors les films Before sont un exemple brillant des différentes techniques à utiliser pour lui donner vie. Le cinéma est, a toujours été, et sera toujours, un média pour raconter des histoires humaines. Et il n'est rien de plus humain que notre relation avec le temps.